My life was saved by white man. I don't know what racism is. Ça, c'est ce que dit Lil Wayne après s'être fait sauver par un policier blanc d'une mort imminente. Mais ne grillons pas les étapes, et revenons aux prémices de la vie de ce jeune prodige pour mieux comprendre le triomphe qu'il a pu avoir aujourd'hui. Bon, le début de la vie de Lil Wayne ne commence pas vraiment bien. Dwayne Michael Carter naît le 27 septembre 1982 à la Nouvelle-Orléans. Sa mère Yacida Carter n'est âgée que de 19 ans quand elle accouche de lui. Le père biologique du petit Dwayne est souvent absent, et les peu de fois où il rentre, c'est pour frapper sa femme. Le supplice va durer environ 5 ans jusqu'au jour où il les abandonne complètement. Yacida va alors se trouver un nouvel homme qui s'avérait tout aussi violent que l'ancien. Mais en plus d'avoir une vie de famille assez compliquée, le quartier dans lequel il grandit est réputé pour être extrêmement dangereux. Holy Grove est rongé par la pauvreté et la délinquance. Le taux de criminalité y est 1,4 fois supérieur à la moyenne nationale, et l'arrivée du crack n'y a pas aidé. Le quotidien de ce quartier se résumait à un trafic de drogue permanent, des coups de feu réguliers et des guerres de gangs. Dans ce contexte chaotique, les gens qui y vivent sont prêts à tout pour survivre, et c'est le cas du nouveau père de Dwayne, Reginald McDonald, surnommé Rabbit. Contrairement au déchu humain qui le précède, Rabbit s'avère être un homme bienveillant et attentionné. Il s'entendra très bien avec Dwayne et lieront un amour très fort, bien qu'à ses heures perdues, il soit dealer de drogue. Je vous l'ai dit, c'est pas facile de survivre dans le ghetto, et c'est une voie très souvent empruntée par de nombreux habitants de ces quartiers difficiles. À peu près à la même période, quand Dwayne a 8 ans, il se lance dans le rap sous le nom de Baby Z, en affrontant les grands du quartier en battle. Il paraît même qu'il était très bon pour son âge, tellement bon que seulement une année après, il y a 2 frères qui le repèrent et veulent le signer. Ces businessmen indépendants s'avèrent être Slim et Birdman, les fondateurs du label légendaire Cash Money Records. Mais pour l'instant, il est encore à ses débuts, et est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, je vous ai un peu menti, c'est pas vraiment eux qui voulaient le signer, mais plutôt le jeune Dwayne qui avait insisté en inondant le répondeur de Birdman avec ses meilleurs punchlines. En vrai, ça marche puisqu'il devient membre de Cash Money à l'âge de 12 ans, et Birdman va devenir une sorte de figure paternelle pour Dwayne. C'est lui qui l'introduit dans le milieu et le forme. Il va lui apprendre les codes de l'industrie musicale. Le problème, c'est que sa mère n'est pas vraiment pour que son fils joue une carrière dans le rap. Elle préférait qu'il se cantonne aux études et qu'il ait un emploi stable. En gros, le discours habituel d'une maman. Le truc, c'est que Dwayne, il voit pas vraiment intérêt à faire des études. Même s'il affirmait être bon à l'école, pour lui, l'un des moyens de devenir millionnaire quand on venait de quartier défavorisé, c'était de faire du rap. Heureusement, son beau-père très compréhensif arrive à convaincre la mère de Dwayne qui finit par laisser son fils continuer dans la musique. Par contre, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est quand le moment où il s'est fait repérer par les 2 frères et la signature officielle chez Cash Money, il s'est écoulé une bonne année. Et pendant ce temps, Dwayne a pu goûter à sa première expérience avec la faucheuse. Petite remise en situation. Alors que Dwayne n'a que 12 ans, il vit dans un stress constant à cause de son environnement néfaste. Entre les disputes avec sa mère, autour de la poursuite de sa carrière musicale et les galères financières, le jeune rappeur est dans une spirale infernale qui le conduit à une dépression. Un truc que beaucoup font, même si c'est vraiment pas le meilleur moyen pour fuir la dépression, est de consommer de la drogue. Et c'est exactement ce que fait Dwayne. Un jour, alors qu'il est défoncé à cause de toutes les substances qu'il a pu consommer, il trouve par hasard dans un tiroir un 9 mm appartenant à l'un de ses parents. Pas vraiment conscient de la situation, il s'amuse et soudain, un coup de feu part dans sa poitrine. Les policiers arrivés sur les lieux s'empressent pour fouiller l'enfant d'à peine 12 ans, au sol en train de se vider de son sang entouré de substances illicites. Ils le croyaient déjà mort et n'essaient même pas de faire quelque chose, à l'exception d'un seul agent surnommé Oncle Bob par Dwayne. Il gueule littéralement sur ses collègues qui se préoccupent de l'arme et des drogues plutôt que du gosse. Désolé par la situation, il décide de ne pas attendre l'ambulance et de lui-même emmener le jeune aux urgences. Il s'assure de le laisser entre les mains des médecins dans la chambre d'hôpital et ne quitte l'endroit qu'une fois avoir eu la garantie qu'il allait être sauvé. Cette histoire va être racontée de nombreuses fois par le miraculé en interview et les versions sont souvent changeantes. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il tient à préciser la couleur de peau de son sauveur. Ça va justifier la phrase qu'il a pu dire au début de la vidéo, et surtout que la bonté ne dépend pas d'une ethnie. Mais vous devez vous poser une question depuis tout à l'heure. Les circonstances de ce coup de feu sont assez bizarres quand même, non? On sait pas vraiment pourquoi il s'est braqué une arme dessus, ni comment le tir est parti. Alors, accident ou tentative de suicide? Même s'il laisse planer un certain doute, au début on aurait pu éliminer en partie la deuxième option. Il disait dans ses jeunes interviews qu'il s'agissait d'un simple accident et qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait avec l'arme. See, I didn't know that when you take the clip out the gun, if you cocked it, someone's already in the chamber. I didn't know it had been cocked. So I'm just like playing. You got shot, right? You shot yourself by accident. Yeah, it was an accident. Mais dans une récente apparition aux côtés d'Emmanuel Acho, Lil Wayne se livre davantage sur cette histoire. Il revient sur ses anciennes affirmations et raconte. How I know I had mental health problems was I pulled the trigger. You actually pulled the trigger? Yeah, I pulled the trigger. Where'd you shoot? In my chest. C'est sûr que vivre ce genre d'expérience, ça doit forger un mental d'acier. Un mental assez solide pour pouvoir tanker à la mort de son père de cœur. Parce que seulement 2 ans après, Rabbit, pour qui il avait développé des sentiments affectifs très forts, est tué de 7 balles après une fusillade qui a eu lieu dans le quartier. C'est officiellement après cet événement tragique qu'il va se concentrer à 100% sur son art pour essayer de subvenir aux besoins de sa mère et lui-même. Il forme dans un premier temps un duo assez anecdotique du nom de Bee Gees avec Lil Doogie âgé de 14 ans. Même si très peu de personnes en ont entendu parler, on peut déjà voir qu'il est très chaud. Et après cette expérience pas très glorieuse, il finit enfin par avoir un succès grâce au groupe des Hot Boys.
I need a project chick, a hood red chick, one that don't really care, say she took that stick. C'est à cette période qu'il prend son nom de scène Lil Wayne. Wayne étant le diminutif de son prénom de naissance, qui était aussi celui de son père biologique, pour ne plus être associé à lui. Et Lil principalement parce qu'il faisait 1m66 et qu'il était le plus jeune du groupe. Même s'il n'est pas la tête d'affiche du groupe, il profite quand même de la lumière et gagne beaucoup d'expérience. Ce groupe permet enfin au sud de briller, puisqu'à cette époque c'était encore les côtes est et ouest qui dominaient, notamment par la sortie de leur album Guerrilla Warfare en 1999. Et si je vous dis que Lil Wayne a créé un mot qui est maintenant dans le dictionnaire, c'est complètement véridique, et je vais vous remettre le contexte. En gros, Lil Doogly, le pote de Wayne, avec qui il avait fait un duo et membre aussi des Hot Boys, fait un morceau pour son album Chopper City in the Ghetto. Pour enregistrer le son, ils se réunissent à plusieurs dans un studio. Il y a Birdman, Manny Fresh et les Hot Boys. Chacun fait ce qu'il a à faire et enregistre son meilleur couplet. Le truc, c'est que maintenant il manque un bon refrain. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le délire de Cash Money, c'est les bijoux en diamant, que ce soit des montres, des fausses dents ou des chaînes, ça a donné une idée à Lil Wayne. Il réfléchit et puis il repense au bruit qu'il pourrait faire des diamants. Et puisqu'il est encore jeune, il prend simplement l'onomatopée bling, spécifique aux bandes dessinées. Et c'est de là que naît l'expression bling bling, qui devient si populaire qu'elle sera introduite dans le Larousse en 2018. Avec les Hot Boys, Lil Wayne va connaître les prémices d'une vie de star, enchaînant tournées, soirées et relations sexuelles. Mais ce succès sera de courte durée, puisque tous les membres, à l'exception de Lil Wayne, décident de quitter le groupe à cause de soupçons d'escroquerie avec Birdman. En 2003, il ne reste plus que Lil Wayne, qui va devoir rattraper le coup et sortir un album pour tenter de relever Cash Money financièrement. Et c'est dans ce contexte qu'il va lâcher une bombe sur l'industrie musicale avec The Carter. Mais d'une longue série dans lequel Lil Wayne démontre une écriture soignée avec des jeux de mots très bien choisis et des métaphores réfléchies. En plus d'être très bien accueilli par la critique, les ventes sont elles aussi au rendez-vous, puisque l'album se hisse à la 5e place du Billboard 200 et fait 10 de platine. Auparavant, Lil Wayne n'était pas vraiment connu pour ses textes, mais avec The Carter, le public et aussi les autres rappeurs se rendent compte de son talent de lyriciste. Avec la renommée grandissante de Wayne, ça va inciter les artistes à le demander de plus en plus en featuring. Et Lil Wayne, qui est déjà connu pour être quelqu'un d'extrêmement travailleur, va à partir de cette période se lancer dans un run de productivité complètement fou. A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. Might choke like I chewed a chunk of charcoal, naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow, a lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit, but tomorrow, fresher than the harvest, step up to the target. If I had one guess, then I guess I'm just New Orleans. Lil Wayne est alors au sommet et cumule argent, gloire et surtout 10 de platine. Il réussit même à battre l'ancien record détenu par Elvis Presley, qui était d'avoir fait le plus grand nombre d'entrées dans les charts par rapport à tous les autres artistes masculins. Même si Lil Wayne est sur le toit du monde grâce au carton du 3e Carter, qui a quand même fait 10 de platine en seulement une semaine, un point noir pas assez abordé à mes yeux est l'addiction de Lil Wayne à la ligne. Sur le documentaire The Carter d'Adam Loog, on est plongé dans le quotidien de Wayne. Bien qu'on le voit extrêmement travailleur, à un point il ne va même pas célébrer l'exploit du 10 de platine fait en une semaine du Carter 3 pour retourner directement enregistrer le nouveau morceau. Une anecdote assez gênante va souligner une zone d'ombre dans sa personnalité et sur sa mentalité complètement flinguée à cette époque. La ligne, cette boisson qui mélange du Sprite avec un sirop pour la toux composé de codéine et de prométhazine, en gros des substances qui t'envoient sur Mars, faisait ravage dans le sud des États-Unis. Et Lil Wayne était un consommateur régulier de cette drogue. Inquiété par la consommation excessive et les impacts sur la santé de son artiste, son manager Cortez Bryant lui conseille de réduire sa consommation, voire de totalement arrêter. Complètement accro et par fierté, Lil Wayne refuse et l'envoie chier. Ça va même plus loin parce que pendant un concert en 2015 à Miami, alors que le DJ est malade, son manager va le remplacer sur la table de mixage. Le truc, c'est qu'à un moment, entre deux morceaux, il s'adresse au public et insulte implicitement son manager et ami de longue date. Après ça, il se retourne et balance son verre de ligne sur lui. Ça manque de respect et une humiliation que personne pouvait tolérer. La scène deviendra assez virale et Lil Wayne fera même un procès contre le réalisateur pour ne pas ternir son image. Assez logiquement, il perd ce procès et le documentaire finit par sortir. Et malheureusement, aujourd'hui, Cortez Bryant n'est plus son manager. Cette histoire ne l'empêche pas pour autant de continuer sur sa lancée et de vendre toujours autant de disques, avec des projets comme Rebirth ou I'm Not a Human Being. Sinon, je pense que c'est pas la peine de faire un disque complet de tous ces albums, parce qu'il y en a énormément et qu'on va sûrement se répéter. Alors je vous propose de passer sur une sale affaire qui aurait pu lui coûter la vie. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like
like à cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Maintenant que c'est fait, reprenons. On est en 2013 et après le succès des 4 premiers Carter, les fans redemandent un 5e volet. Le vice-président de la promotion de Cash Money annonce la sortie prochaine du Carter 5, après l'engouement du public qui attendait que ça. Finalement, Lil Wayne annonce officiellement le lancement de son nouvel album pour mai. Mais seulement un mois après, la date sera décalée à cause de problèmes internes avec le label. Et seulement 2 semaines plus tard, Lil Wayne poursuit Birdman et Cash Money en justice, réclamant plus de 51 millions de dollars de dommages et intérêts. En même temps, Lil Wayne a un beef avec Young Thug. Pour résumer, le natif d'Atlanta avait connu un petit succès grâce à ses morceaux Stoner et Daddy Glover. I'm stoner, I'm stoner, I'm stoner, I'm stoner, I'm stoner, I'm stoner, I'm stoner. Every time I fuck, I gotta hit me lean like two bitch. Boy, that dopey whip you need like no wrist. Il décide de nommer son prochain album The Carter 6 en hommage à son rappeur préféré Lil Wayne et déclare avoir enregistré des morceaux avec lui. Le problème est que c'est complètement faux. En réponse à ça, Lil Wayne lâchera un pic pendant un show à Young Thug. Il va réagir assez bien sur Instagram en disant qu'il ne voulait pas rentrer dans un clash avec quelqu'un qu'il admire autant. I understand that Lil Wayne is frustrated about his career and I feel him on that, but this is my idol. I wouldn't ever in my life swap words with him or beef with him about nothing. This is a person that I look up to. Mais peu de temps après, il va poster une vidéo à l'opposé de son dernier message. Carter 6 coming out Friday, first show. New Orleans, Holly Grove. Fuck, nigga. Meet me there, better yet. Beat me there, you did. With them dicks, too, nigga. Yeah. C'est à partir de là que les choses vont s'envenimer avec des attaques subliminales dans leurs morceaux et des apparitions où ils vont s'insulter à travers leurs concerts respectifs. Tout ça va durer un certain temps jusqu'à cet événement fatidique. Le 26 avril 2015, Lil Wayne a un concert à Atlanta, la ville natale de Young Thug. Tout se déroule à peu près bien pendant le concert, mais c'est quand Lil Wayne va repartir en bus que les choses vont se compliquer. Le manager de Young Thug, Jimmy Winfrey, se tient sur le parking derrière le club dans lequel Lil Wayne avait performé. Il crie sur à peu près tout le monde et menace de tirer sur l'équipe de Wayne après le show. Conscient de la menace, plusieurs voitures de police vont escorter le bus. Après avoir conduit le bus vers une route qui semblait un peu plus sûre, la police laisse finir le chemin. C'est à ce moment-là qu'une voiture blanche accélère d'un coup sec, se met à niveau du véhicule et une tête sort de la fenêtre. On y aperçoit Jimmy qui rafale le bus. Heureusement, plus de peur que de mal, personne n'est gravement blessé. Plus tard, la police va découvrir que Young Thug a essayé d'appeler 8 fois son manager quelques minutes après la fusillade. Ce qui est assez bizarre quand même. L'affaire se complique, car en 2018, un appel entre Birdman et Jimmy Winfrey fuite et laisse entendre à ce que Birdman ait pu commanditer l'attaque. Finalement, aucune charge ne seront posées à l'encontre de Birdman et de Young Thug, puisque Jimmy gardera le silence. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux ne seront plus vraiment associés à cette fusillade. Mais c'est quand même fou que le type qui voyait Wayne comme son fils spirituel ait pu être un suspect dans une affaire de ce genre. Après cette tentative de meurtre, Lil Wayne aura définitivement frôlé la mort une deuxième fois. Par chance, rien de tout ça n'aura été fatal, et il aura toujours pu délivrer une musique de qualité au cours de toutes ces années. Ce qui prouve tout d'abord qu'il a une énorme longévité, mais aussi qu'il peut accéder tout doucement au statut qu'il avait vanté à ses débuts. En plus de ça, il représente une icône et une grande inspiration pour les artistes qui vont succéder. Regardez juste le nombre de rappeurs qui se sont fait appeler Lil après lui, ou qui ont voulu leur ressembler. Encore Travis Scott et Future qui ont principalement repris son utilisation de l'autotune. Entre autres, Lil Wayne a façonné une grande partie du son hip-hop de ces 10 dernières années. Et ça va même plus loin parce que c'est lui qui a mis la lumière sur de futures stars encore inconnues grâce à son label Young Money. Donc sans lui, pas de Drake ni Nicki Minaj. Et indirectement, on n'aurait alors pas eu ce beef entre Drake et Kendrick. Un clash extrêmement divertissant pour les fans, notamment grâce aux prestations magistrales de Kendrick avec son diss track. Après tout ça, on peut dire haut et fort que Lil Wayne est un pilier du genre, et que sans lui, le rap aurait sûrement pris une tournure bien différente. Peut-être qu'on serait jamais arrivé jusqu'ici s'il n'avait pas été sauvé à l'âge de 12 ans, ou encore que l'affaire entre lui, Birdman et Young Thug aurait pu avoir des conséquences bien plus tragiques qui auraient pu changer complètement l'histoire du rap.